Bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde de la rédaction sur l'identité numérique. Alors, pour parler des services liés à cette identité numérique, de ses enjeux, de ses défis, des freins aussi et des implications juridiques et réglementaires qu'elle entraîne, voici tout de suite nos trois invités que je vous présente avant que nous n'entrions dans le vif du sujet. Alors, pour toutes les questions réglementaires et de conformité, la rédaction a invité Jérôme Bordier, qui est le directeur associé Silweb, un cabinet indépendant employant des spécialistes et des experts en dématérialisation, plateforme d'échange électronique et sécurité. Jérôme, vous êtes également secrétaire général du club PSCO, le club des prestataires de services de confiance. Pour parler solutions, enjeux, usages, nous avons également invité Gaëtan Pacou, qui est directeur commercial Certinia Innovation and Trust, la Digital Factory du groupe Tessie, et pour l'accompagner Romain Leformal, qui est responsable marketing Certinia Innovation and Trust. Alors, Certinia Innovation and Trust, la Digital Factory, est un prestataire de confiance certifié donc, du groupe Tessie qui propose un ensemble d'outils phares de la confiance numérique, de la collecte des pièces jusqu'à l'archivage des données. C'est notamment vous qui avez émis, c'est une anecdote, mais qui a son poids, 170 millions de certificats Covid numériques émis pour la PHP, les hôpitaux parisiens. Voilà, alors je vais juste faire un rappel pour les questions-réponses que nous lirons en fin de webinaire, mais vous, les internautes qui nous écoutez, vous pouvez les poser tout au long de la table ronde. Et puis, je vous rappellerai aussi que vous aurez la possibilité de revisionner, donc de voir le replay de cette webconférence. Alors, je vais commencer par la mise en place du contexte. Alors, la signature d'un contrat dématérialisé, la souscription à un service en ligne, comme un service bancaire, par exemple, l'édition d'actes légaux. L'identité est bien aujourd'hui au cœur de toute la chaîne de la confiance numérique. Alors, on a vu ces usages augmenter, en particulier la signature électronique pendant la pandémie, alors que tous les usages professionnels se faisaient à distance. Virus oblige. Dorénavant, selon un rapport sur la gouvernance de l'information publié par le groupe CERDA Archimag, la signature électronique est largement utilisée dans le secteur professionnel, notamment pour les contrats fournisseurs, c'est quelque chose de l'ordre de 36%, les marchés publics dans des pourcentages équivalents, les documents RH, 28-29%, et les contrats clients, là aussi, des chiffres similaires. Alors, elle concerne tous les processus, un bail locatif, l'ouverture d'un compte bancaire, que je citais tout à l'heure, la gestion de documents administratifs, RH, etc. Je suis même certaine que parmi ceux qui nous écoutent, la plupart l'utilisent soit dans leur vie professionnelle, en interne dans l'entreprise ou en externe avec des prestataires, soit dans leur vie personnelle, comme signer un contrat dématérialisé chez un notaire, signer à distance une autorisation de sortie parentale, comme ça m'arrive pour l'école de ma fille, par exemple. Voilà. Mais il faut souligner que la signature électronique ne fait pas tout dans un processus de confiance numérique de bout en bout. Car qui va collecter en amont les pièces justificatives? Qui va les authentifier? Qui et comment va-t-on suivre l'utilisation de ces dernières ou les archiver, par exemple? Par ailleurs, la mise en place de processus dématérialisés dans les organisations, telles que la signature électronique, met les directions juridiques et commerciales en première ligne face à la croissance des risques cyber avec des contenus sensibles. Un document contractuel, c'est un contenu sensible. Donc, elles sont vraiment au centre de toutes les attentions. Enfin, la question du cadre juridique, réglementaire, qui entoure l'identité numérique, reste floue pour beaucoup d'entreprises et administrations, alors qu'elle est bien cadrée, et alors même qu'elle va évoluer dans les prochains mois. Alors, justement, Jérôme Bordier, vous, le spécialiste de la question réglementaire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur l'environnement français et européen actuel? Quelles sont les réglementations? Pouvez-vous nous faire un état des lieux le plus clair possible pour nos internautes? Écoutez, merci beaucoup Juliette pour cette présentation, cette introduction et ce rappel des enjeux. Et effectivement, les services de confiance, les services digitaux sont depuis maintenant un certain nombre d'années encadrés par un texte européen. Alors j'ai essayé d'illustrer ce propos en un schéma.
le texte européen dont on parle s'appelle le règlement EIDAS, EIDAS, EIDAS pour Electronic Identification and Associated Services, donc les services de confiance associés à l'identité. Et ce règlement européen se découpe en fait en pratique en deux volets complémentaires. Premier volet, qui je suis, et donc preuve de l'identité de la personne physique, de la personne morale, et distribution de moyens d'identification électronique, c'est le terme français pour l'EID en anglais, terme communément utilisé pour décrire le moyen d'identification qu'on utilise pour se connecter à des téléservices, pour se connecter à des services de confiance numérique notamment. Et puis, second volet de la réglementation, un volet propre à la certification des transactions, à la création d'une valeur juridique, d'un effet juridique associé aux transactions électroniques. Et là, on parle de signature électronique, bien évidemment, mais également de cachet, à différencier de la signature parce que le cachet emporte l'identification de la personne morale à l'origine d'une transaction, alors que la signature emporte l'identification et le consentement d'une personne physique sur une transaction digitale. Également dans ce volet transaction, on retrouve les méthodes de sécurisation classiques des transactions, que sont l'horodatage, que sont notamment la préservation de documents électroniques et que sont la lettre recommandée électronique, couramment utilisée désormais. Ce texte donc s'applique depuis le 1er juillet 2016 et vise à équiper voilà, les opérateurs, les souscripteurs, les usagers, les grandes institutions, mais également les petites. Il ne faut pas croire que ce sont des dispositifs qui sont dédiés aux grandes organisations, de moyens permettant de lutter contre la fraude à l'identité, lutter contre la fraude documentaire. Et donc aujourd'hui, on observe un déploiement quasi généralisé de ces technologies en Europe, dans les mêmes conditions, avec les mêmes termes et voilà, les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes services et les mêmes normes et les mêmes formats, parce que ce texte s'applique partout en Europe dans les mêmes conditions. Oui, c'est ça qui est important avec ce règlement, c'est qu'il y a de l'interopérabilité entre les différents prestataires. Ça garantit que ces prestataires répondent à des processus sérieux, sécurisés, etc. Et puis, peut-être qu'on verra, puisque elle a été effectivement émise en 2014 et mise en application en 2016, que peut-être elle a besoin d'évoluer et on reviendra tout à l'heure sur ces points. Alors, parce que le contexte réglementaire, c'est bien, ça reste un petit peu abstrait quand même pour nos auditeurs et pour moi-même. Alors, j'ai posé cette question à Romain et Gaëtan. Quels sont pour vous, vous qui êtes au plus proche des clients, des entreprises, des institutions, quels sont les différents usages possibles? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre de cette réglementation? Quelles sont les différentes dimensions en fait, que recouvre l'identité numérique? Elles sont, j'ai envie de dire, quasi, infinies. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, aujourd'hui, tout digitaliser, d'un acte de signature effectivement jusqu'à, l'envoi d'un document ou la sécurisation d'un site internet, par exemple. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la notion de confiance numérique aujourd'hui, c'est, un marché très large, hein, qui comprend de la cybersécurité, qui comprend effectivement les notions de signature électronique, d'identité numérique, de chiffrement, de cryptographie, et cetera. C'est vraiment un domaine, très large. De manière très concrète, ce qu'on a pu voir, notamment depuis la crise, du covid, qui a démarré en 2020, c'est, une véritable accélération, de l'équipement en solutions digitales de la part des entreprises et des administrations publiques. Ça aussi, c'est important de le préciser. Alors dans des formes et à des vitesses peut-être différentes, mais en tout cas, il y a une véritable accélération de l'usage du digital, surtout pour, assurer une continuité, de business ou une continuité de service, dans, des usages ou dans des échanges qui sont devenus digitalisés. On a eu beaucoup de clients, au sein, du groupe Tessi qui ont fait appel à nous parce qu'ils ont voulu, passer par exemple de prestations, papier à des prestations digitalisées. Je pense à de la lettre recommandée électronique, je vais rebondir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, où beaucoup de clients, passaient par du recommandé, papier, chez nous et ont souhaité, basculer sur du recommandé électronique, pour ces raisons-là. Évidemment, la signature électronique qui a connu un véritable
boost depuis 2020. Selon l'étude de Marques by Exegis, il y a à peu près un taux d'équipement à hauteur de 3/4 des entreprises aujourd'hui ou administrations qui seraient équipées ou qui envisageraient de s'équiper là à très très court terme. Et il y aurait un quart du marché qui envisagerait de s'équiper d'ici 2024-2025. Donc, on arrive à une forme de maturité autour de la signature électronique, mais ça a été un vrai boost. Évidemment, la réglementation EIDAS qu'on suit de près chez Certinia a été un accélérateur. Alors, un accélérateur pour évidemment faciliter la mise en place de ces outils de confiance et de cette digitalisation au sein des entreprises et des administrations. Mais il n'y a pas que la signature électronique qui a été boostée, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de ces nouvelles réglementations de type PVIT, par exemple, mais il y a beaucoup d'administrations ou d'entreprises privées qui s'interrogent sur la vérification d'identité à distance, par exemple, pour s'assurer que la personne avec qui on échange à distance est une personne, j'ai envie de dire, vivante, parce que c'est un peu le principe même du PVID, ou encore des enjeux autour du contrôle documentaire et de la lutte contre la fraude, et pour des processus de KYC, où on a eu aussi une forte accélération de la digitalisation sur ces sujets-là. Et puis, en contrepartie, il y a un certain nombre d'usages qui ont, je ne vais pas dire été oubliés, mais sur lesquels il n'y a pas forcément d'interrogation ou de questionnement. Par exemple, tout ce qui peut concerner justement la sécurisation des flux en interne d'une organisation. Comment est-ce que je fais transiter un document d'un service A à un service B dans mon organisation? Ça passe encore beaucoup par du papier ou par du mail, par exemple. Comment je fiabilise des documents que je produis moi en tant qu'organisation? Un document, par exemple, une facture de téléphone, par exemple, comment est-ce que je vais fiabiliser ce document de manière à ce que mon client qui va vouloir l'utiliser pour justifier de son domicile à l'ouverture d'un compte bancaire, on va s'assurer que c'est un véritable document. Donc, il y a encore des choses qui sont sur lesquelles il faut peut-être encore évangéliser, en tout cas nos clients, nos prospects sur ces usages-là, en disant la signature électronique, oui, il y a cet engouement-là, mais il y a tout ce qui se passe autour de cette signature. Oui, c'est ça. Tout ce qui se passe en amont et tout ce qui se passe en aval, et puis tout le processus entre les deux, des personnes qui sont autorisées ou pas à intervenir sur ces différents processus, qu'il s'agisse de contrats ou autres. Alors justement, quels enjeux avez-vous communs, notez-vous, dans les entreprises ou chez les acteurs publics, puisqu'ils sont autant concernés, et nous sommes concernés aussi les premiers quand nous allons sur un service public souscrire à un service. Alors, on parle beaucoup d'expérience utilisateur, et on parle aussi beaucoup en fait de menaces qui pèsent. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont cyberattaquées sur des documents sensibles, des problèmes d'usurpation également d'identité. Alors là, peut-être que Gaëtan, vous pouvez intervenir sur ce point. Bien sûr. Effectivement, aujourd'hui, les menaces en termes de cybersécurité sont plus que développées. Les attaques se sont sophistiquées, les cybercriminels se sont professionnalisés et sont rentrés vraiment dans l'ensemble de la chaîne de la confiance numérique sur plein de petits aspects qui ont été évoqués précédemment. L'idée et l'enjeu aujourd'hui pour une entreprise, une organisation, c'est comment proposer un parcours utilisateur, une expérience client la plus smooth, la plus sans couture possible, tout en respectant finalement deux enjeux, les enjeux réglementaires et les enjeux de sécurité. Comment assurer un maximum de sécurité dans les parcours. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, la digitalisation client est aujourd'hui complètement acquise par les entreprises et les organisations. D'une part, par l'évolution des usages, comme on l'a dit, lié aussi à la crise sanitaire qui a développé en tout cas l'usage électronique, mais aussi par le contexte réglementaire où les entreprises ont été poussées à mettre en place certains sujets de sécurité ou d'onboarding de manière sécurisée dans le cadre d'un parcours client. Ce qu'on s'aperçoit et ce qu'on a pu constater auprès de nos clients et de nos prospects, c'est que cette approche est très silotée et que ces organisations n'ont pas forcément vu la chaîne de confiance dans sa globalité. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver face à des cas qui ont été évoqués précédemment où
on va signer un document et contractualiser en ligne via une signature électronique avec un client et une organisation, mais derrière, l'information ne va pas forcément être sécurisée correctement, elle va circuler en clair par email, elle va être stockée dans un répertoire Windows sans forcément mettre en place une solution d'archivage électronique, et ainsi de suite. Et finalement, on s'aperçoit que les entreprises ont pris des vecteurs de digitalisation sur certains aspects du parcours sans en avoir une globalité. Et aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de rassembler toutes ces briques de confiance, ce qui entraîne généralement un coût très important pour les entreprises qui ont travaillé via des pure players et qui n'ont pas une logique globale de la situation. Et nous, on pense qu'il est très important de s'appuyer sur un prestataire de confiance numérique maîtrisant l'ensemble du parcours, d'une entrée en relation à l'identification, contractualisation, gestion, suivi, archivage et fin de vie, on va dire, d'une relation commerciale. Oui, c'est ça. Les silos empêchent d'avoir une vue, si je comprends votre point de vue, 360 degrés en fait de l'ensemble de la chaîne. Et en plus, c'est vrai qu'en silotant, on accroît les risques cyber également, puisque il faut après sécuriser l'ensemble de ces différents silos, ce qui est un gros problème aujourd'hui, on le sait, dans des environnements en plus qui sont hybrides et qui ne sont pas faciles à gérer. On crée finalement des failles dans la chaîne à différents endroits qui ne sont pas forcément regardés à première vue et qui sont finalement très importants parce que c'est là où les cybercriminels vont prioriser leurs attaques. Tout à fait. Alors justement, quels seraient les facteurs clés de succès pour réussir cette implémentation de cette chaîne de confiance numérique dans l'entreprise ou dans le secteur public? Il y a forcément une réponse à cette question. On peut progresser. Quelle est la marge de manœuvre des entreprises? Je pense que la première chose, c'est peut-être déjà un petit peu de cartographier l'existence. C'est comment on procède aujourd'hui. Prenons un processus donné et finalement, quelles sont ces étapes et essayer d'identifier les zones de risque et de mesurer ce risque. Je crois que le premier conseil qu'on peut peut-être donner, c'est vraiment de mesurer le risque. On a des clients qui sont parfois un peu plus royalistes que le roi et qui veulent avoir la Rolls-Royce en matière de sécurisation de leur process ou de leur parcours, parfois à l'extrême. Je rebondis sur ce que disait Gaëtan, c'est que à vouloir mettre trop de sécurité, trop de conformité et à vraiment limiter les risques, et finalement on dégrade l'expérience client. Donc la première chose, c'est de mesurer le risque pour pouvoir disposer et choisir le bon outil qui va correspondre à ce niveau de risque. Alors, la réglementation est assez bien faite aussi par rapport à ça. On pourra y revenir avec Jérôme, les différents niveaux d'identification, par exemple. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on fait de la relation digitale qu'il faut pour autant aller vers l'identification substantielle tout le temps, partout. Parfois, un niveau de vérification simple avec une vérification de contrôle de pièces scannées suffit très bien par rapport au niveau de risque associé. Donc, je pense que le premier conseil, c'est de bien cartographier le processus que l'on souhaite sécuriser et d'identifier ensuite la menace ou le risque derrière, évidemment avec l'étude de la réglementation européenne, française, qu'a rappelé Jérôme, mais aussi spécifique à certains marchés. Dans le monde bancaire, il y a la CPR, par exemple, qui donne pas mal d'indications, de mesures. Donc, je pense que c'est la première chose. Et ensuite, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de se dire, OK, moi, je veux sécuriser ce processus-là, mais demain, quel autre processus sous-jacent ou adjacent à ce processus-là, je vais potentiellement digitaliser ou sécuriser. Et donc, choisir un prestataire et des solutions qui soient les plus scalables possibles et les plus ouvertes possibles en matière de fonctionnalité, c'est sans doute le deuxième conseil qu'on peut donner, disant attention de ne pas forcément aller vers des solutions qui sont trop spécifiques sur un sujet en particulier, parce que demain, lorsque vous allez vouloir étendre cette solution à d'autres usages, potentiellement, vous pourrez vous retrouver un petit peu limité dans les usages avec cette solution. Donc, c'est un peu les deux conseils qu'on peut donner pour aborder sereinement et correctement, j'ai envie de dire, ce point-là.
Alors, Romain, vous avez abordé la question de différents niveaux de sécurité. Vous avez évoqué un niveau substantiel. Alors, tout le monde ne sait pas quels sont forcément les différents niveaux. Peut-être, Jérôme, vous pouvez nous refaire un petit brief là, rapide sur ces différents niveaux de sécurisation? Effectivement, il y a des niveaux et malheureusement un vocabulaire assez différent selon qu'on parle de l'identité et selon qu'on parle de la signature. Mais pour la phase d'identification, on peut avoir une identification qui est faite sur des bases qu'on va qualifier de déclaratives, qui suffit d'ailleurs dans bon nombre de transactions, hein. Quand on fait par exemple, si je prends le parallèle avec des processus papier, il y a bon nombre de processus papier pour lesquels j'écris sur un formulaire mon nom et mon prénom, j'envoie cette formalité à un destinataire et ce destinataire se satisfait de voir ma déclaration parce que c'est finalement ce qui emporte bah, la validité de ce processus papier. Et donc en électronique, c'est ce que disait Romain, c'est ce que disait Gaëtan, parfois il ne faut pas surajouter de la sécurité comparativement à des processus papier pour lesquels on n'a pas forcément cette exigence. Donc l'identification, elle peut être faite sur des bases très simples, mais elle peut également être faite par des outils d'identité électronique de niveau dit substantiel ou de niveau dit élevé. En France et en Europe, d'ailleurs, ce qui se démocratise, c'est plutôt le niveau dit substantiel, c'est-à-dire une identité électronique basée sur un processus de vérification d'identité qui a été fait sur pièce et postérieurement potentiellement à des face-à-face, voire à des face-à-face remote, hein, des face-à-face distanciels, comme on est en train de faire aujourd'hui. Et ces face-à-face distanciels, aujourd'hui, ont une qualité juridique au travers des processus dits de prestation de vérification d'identité à distance, que l'ANSSI d'ailleurs certifie. Comparativement, c'est un autre vocabulaire, j'en suis désolé, mais la réglementation est malheureusement, de ce point de vue, pas forcément très simple. Pour la signature électronique, on a la signature électronique dite simple. En fait, dans la réglementation, d'ailleurs, elle s'appelle signature électronique tout court, qui satisfait d'innombrables cas d'usage et pour lesquels on n'a pas une nécessité d'identification formelle du signataire. On a ensuite une signature électronique dite avancée, article 26 du règlement IDAS, qui, elle, emporte la nécessité, l'obligation d'identifier le signataire de façon formelle et de garantir que seul le signataire a pu apposer son consentement sur un document qui lui a été présenté. Et donc là, on a un niveau supérieur de qualité juridique pour ces documents couverts par une signature dite avancée. Et puis ensuite, on a la signature, et là on est au top du niveau juridique, dite qualifiée, mais qui finalement en pratique, certes, équivaut à une signature manuscrite, et c'est le seul niveau d'ailleurs sur le plan du droit qui équivaut à une signature manuscrite, mais c'est en pratique un niveau de signature qui n'est que très peu utilisé, parce que les contraintes liées à l'adoption de la signature qualifiée font que le déploiement n'est pas facilité, pour ne pas dire que le déploiement en est extrêmement difficile. Et donc la signature qualifiée, en pratique aujourd'hui, après 20 ans, voire plus de signature électronique, correspond à un nombre de cas d'usage extrêmement faible, le plus souvent pour des actes juridiques emportant des enjeux très conséquents. Vous l'avez cité tout à l'heure à titre d'exemple illustratif, les actes électroniques des notaires, des actes juridiques le plus souvent régaliens, qui donc sont finalement assez peu nombreux en fait en pratique. D'accord. La question qu'on se pose forcément quand on vous écoute, Jérôme, avec là on voit déjà des freins ou des contraintes ou des mises en œuvre qui ne sont pas forcément faciles. Comment on fait pour aujourd'hui répondre justement aux besoins actuels, à l'accélération de la demande des entreprises et des institutions publiques pour offrir davantage d'offres de services, hein, comme dans les services bancaires, davantage d'attentes sur l'identification, l'authentification, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que, Romain, Gaëtan, vous voyez, là, après, on reviendra peut-être sur l'évolution de la réglementation, si elle doit évoluer. Est-ce que vous voyez des attentes particulière? Est-ce que là, justement, il y a une montée en puissance de nouveaux besoins et peut-être d'un nouveau cadrage pour ce qui va arriver là, maintenant, tout de suite, dans quelques mois, dans 1 an, 2 ans, on cite souvent d'ici 2025?
On va beaucoup évoluer sur le sujet de l'identité numérique, hein, ce qui sera présenté tout à l'heure par Jérôme, mais le règlement eIDAS V2 va nous permettre de disposer de ce qu'on appelle un wallet européen sur lequel on aura des attributs, un ensemble d'informations qui correspondront à l'utilisateur, qui seront stockées sur ce wallet de façon sécurisée et qui permettront d'être utilisés et appelés en fonction des autorisations que donnera cet utilisateur par différents types de prestataires, différentes entreprises ou organisations, permettant ainsi de garantir le maximum de confiance dans la circulation des informations et la véracité, intégrité des informations qui sont communiquées dans le cadre de ces parcours. Romain, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, peut-être dire que je crois, mais je pense qu'on le verra aussi sur ce que va nous expliquer Jérôme dans quelques instants, mais je crois que l'enjeu maintenant au niveau de la réglementation, c'est aussi de simplifier les usages. Je pense aussi que c'est ce que j'expliquais Jérôme, hein, c'est qu'en fait, on est venu mettre de la réglementation et ça a incité un certain nombre de choses, mais on s'est rendu compte aussi, et nous les premiers en tant que prestataires, parfois la lecture de cette réglementation n'est pas toujours évidente. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges, de débats entre nous sur ce niveau substantiel, sur ce que ça voulait dire, sur la manière de le mettre en place. C'est pas pour rien que le référentiel P8 est très vite arrivé aussi là. Donc, je crois que l'enjeu qui est aussi attendu avec ce vérification à distance, hein, je rappelle juste au passage parce qu'on oublie. Oui, merci Juliette, merci. C'est vrai. Donc, prestataire de vérification d'identité à distance, qui est donc le référentiel français qui donne les règles, hein, les exigences pour pouvoir prétendre à réaliser une vérification d'identité de niveau substantiel. Voilà, le groupe Tessi a déposé son dossier aussi pour devenir justement un prestataire de vérification d'identité à distance. Donc ça donne les règles, mais je crois que l'enjeu attendu par ce nouveau règlement eIDAS, c'est de simplifier et de faciliter l'usage et notamment le déploiement de ces identités numériques. Nous, on est très, très preneur de ça. On voit bien qu'il y a encore un petit peu un frein et je crois que les prémices de ce qu'on peut voir de ce nouveau texte va dans le bon sens. Oui, il y avait, vous citiez d'ailleurs, quand on s'était parlé, l'étude de l'INSEE, hein, qui disent qu'il y a à peu près, je ne sais plus d'un tiers en fait, des utilisateurs qui abandonnent un service de souscription en ligne parce que c'est trop compliqué, voilà, et qu'on s'y perd et on a besoin effectivement de transparence, de fluidité, d'expérience utilisateur, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment l'enjeu. C'est bien balancer ce besoin de sécurité, ce besoin de respect de normes et cette fluidité du parcours client, du parcours utilisateur dans l'utilisation des services numériques. Et c'est ça, effectivement, tout le jeu. Jérôme, donc ce fameux règlement eIDAS, hein, sur les services électroniques et de confiance, ce règlement européen. Donc, on sait qu'il y a une version 2 qui va arriver, mais elle arrive plus vite que prévu. En tout cas, on l'espère. Effectivement, l'enjeu principal, et la Commission européenne ne s'y est pas trompée, c'est de favoriser le déploiement. Pour gagner en productivité collectivement, pour faciliter la digitalisation et pour donc avoir une efficacité collective meilleure, il faut simplifier les parcours usagers. Et pour ça, en fait, dès 2019, la Commission européenne a lancé un certain nombre d'études visant à observer l'impact du règlement eIDAS V1 et l'observation a démontré qu'on avait besoin collectivement, et le Covid évidemment n'a fait qu'abonder en ce sens, d'un nouveau cycle réglementaire, d'une nouvelle étape. Et donc la Commission européenne a proposé dès 2022 un nouveau texte dit règlement eIDAS V2 qui va changer un certain nombre de choses. J'ai essayé de l'illustrer en une diapo. Premier aspect, l'identité électronique. L'identité électronique, on l'observera en France, on peut l'observer dans d'autres pays, c'est un concept qui n'a pas été déployé à très grande échelle. Aujourd'hui, en France, on a à peu près 2,5 millions, 3 millions de personnes équipées d'une identité numérique de niveau substantiel. À l'échelle de la population, c'est faible. Après presque 10 ans de texte règlement eIDAS V1 ayant été voté en 2014 pour mémoire, on observera tous collectivement que finalement on n'a pas atteint l'enjeu, on n'a pas atteint
l'objectif initial de déploiement. Et donc, pour tourner la page et pour faciliter les usages et pour démocratiser ces processus d'identification, la Commission européenne a proposé un nouveau terme qui s'appelle le terme wallet. C'est pas traduit aujourd'hui en français, donc on n'a pas de traduction officielle. On aura de la traduction officielle qu'à l'issue du vote au Parlement de ce nouveau texte. Ce vote C'est est vrai qu'on dit attendu. portefeuille en français, mais... Oui, on peut dire portefeuille, parce que wallet, on le traduit naturellement par portefeuille. On verra la traduction officielle dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'espère, parce que le texte est attendu pour passage au Parlement européen pour vote dernier trimestre 2023. Thierry Breton a annoncé la semaine dernière que ce serait avant le 30 juin. Il nous reste donc théoriquement 8 jours, si on en croit les annonces politiques, pour voter. 30 juin 2023, précisez bien, Jérôme. 30 juin de cette année, effectivement. Et donc, le nouveau texte, dans sa version post-trilogue, c'est-à-dire post-négociation Conseil, Commission, Parlement, est sorti avant-hier soir. Donc, j'en dispose depuis seulement avant-hier soir. Vous voyez, c'est très, très récent. Et donc, on verra les modifications entre Conseil, Commission, Parlement sont extrêmement faibles. Hein. On est en train de changer des virgules. Hein, donc, on a un consensus global européen sur le futur projet de wallet, qui est donc en fait en pratique une application dans son ordinateur ou dans son smartphone qui contiendra à la fois de façon sécurisée ses informations d'identité, Jérôme Bordier, né le à telle date, etc., mais également, et c'est là la nouveauté, des informations d'attributs d'identité. Les attributs d'identité étant potentiellement mes qualifications professionnelles, mes diplômes, le fait que je suis majeur, le fait que je suis inscrit ou que je dispose d'un permis de conduire, par exemple, le fait que je suis handicapé, le fait que je suis souscripteur de telle ou telle offre, de tel ou tel service, sera partie de mon wallet sur la base, du volontariat des individus, et donc le déploiement du wallet sera rendu obligatoire aux États. Les États donc auront l'obligation de mettre en œuvre un ou des wallets. Ça a été clarifié avant-hier. Mais la souscription au wallet sera faite sur la base du volontariat des individus, qui donc individuellement devront dire « moi je veux mon wallet ou pas ». Et ce wallet servira à la fois à stocker mes informations identitaires, mais également à stocker mes attributs d'identité, ceux que je viens de décrire. Il y en a une infinité de cas d'usage possibles. Et ce wallet me servira à m'authentifier pour, dès lors que j'en aurai l'usage, produire à ma demande une signature électronique qualifiée. Et donc, automatiquement, dès lors que j'aurai mon wallet, je pourrai atteindre le plus haut niveau juridique sur le plan de la signature électronique en utilisant simplement mon wallet et en accédant à des parcours digitaux très simples. Le parcours digital basique, je me connecte sur un téléservice, le téléservice requiert l'usage de mon wallet, je prends mon smartphone, je dis oui, je tape le code de déblocage évidemment de l'application wallet de mon smartphone et je produis de fait une authentification au plus haut niveau juridique, au plus haut niveau sécuritaire et j'obtiens l'autorisation automatiquement de produire une signature électronique qualifiée, donc au plus haut niveau du droit. Alors là, pour le coup, tout le monde aura compris qu'on a un niveau de simplicité évident qui dépasse largement ce qu'on peut faire aujourd'hui. La Commission européenne a également... Oui, pardon. Non, excusez-moi, Jérôme, continue. Et donc, je disais simplement que la Commission européenne, également dans le règlement IDAS V2, a prévu un certain nombre de nouvelles dispositions pour continuer le déploiement des services de confiance et étendre le déploiement des services de confiance à d'autres sujets, en encadrant notamment de nouveaux services de confiance, comme les registres, sous-entendu la blockchain, même si ce n'est pas écrit techniquement dans le texte, parce qu'on ne peut pas citer une technologie dans un texte juridique, les archives électroniques, qui dorénavant, les services d'archivage électronique pourront être qualifiés au titre du règlement IDAS, et donc on pourra avoir une qualité juridique sur la conservation des documents électroniques, qu'ils soient d'ailleurs signés ou pas, et on pourra obtenir également des attestations d'attributs. Alors là, c'est un petit peu subtil, il faut que j'explique. Les attestations d'attributs étant la preuve du fait que j'ai un attribut, mais pas l'attribut lui-même. Exemple typique, je veux prouver ma majorité, je n'ai pas forcément envie de dire quel âge j'ai. Je veux simplement pouvoir dire et pouvoir attester que je suis majeur. Je veux, par exemple, me connecter sur un site de jeu en ligne, alors je dois prouver ma majorité, mais je n'ai pas forcément envie de dire quelle est ma date de naissance. Donc auquel cas, je vais pouvoir demander
des attestations d'attributs à des fournisseurs de services potentiellement qualifiés de fourniture d'attestations d'attributs, qui vont, eux, évidemment, avoir connaissance de mon attribut, c'est-à-dire typiquement ma date de naissance, et qui vont produire une sorte d'attestation, comme on a une attestation de domicile aujourd'hui, comme on a une attestation, par exemple, de non-imposition aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir avoir demain des attestations d'attributs que je vais pouvoir véhiculer à des téléservices pour pouvoir prouver, par exemple, que je suis non imposable, sans communiquer pour autant le niveau de revenu de mon foyer. Oui, alors ça c'est vraiment intéressant. Alors, on espère que ça ne va pas devenir la grosse machine. Alors là, peut-être que justement, les prestataires, les éditeurs auront, eux, de leur côté, un gros travail à faire pour rendre transparent tout ça, proposer des scénarios, c'est comme on veut, différents, voilà, en fonction des usages, pour les faciliter. Et puis aussi, se pose la question, effectivement, de la souveraineté, hein, de l'archivage des données, et que tout ça ne parte pas un peu à droite à gauche. Donc, Certinia, Tessie, etc., vous, je sais que vous avez des data centers, 6 data centers en France, etc., que vous essayez effectivement aussi, vous êtes connu pour ça, de fluidifier les parcours, notamment avec votre nouvelle solution, je voulais la citer parce qu'elle vient de sortir, Certinia Sign, voilà, où vous proposez justement différents cas d'usage. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Je sais que vous suivez de très près l'évolution et tous ces points, voilà, avec une grande attention. Gaëtan, Romain? Vas-y, Gaëtan. Vous m'entendez? Oui. Ah, il y a peut-être un petit souci avec Gaëtan. Moi, je vais démarrer alors. Oui, alors la première chose, je rebondis juste par rapport à ce que vient de nous expliquer Jérôme, c'est évidemment, on disait que les usages digitaux se sont multipliés, mais avec l'arrivée de Wallet, vous imaginez bien le champ des possibles pour nos clients, que ce soit secteur privé ou secteur public, la possibilité de faciliter l'usage de ces attributs. Je pense à un cas d'usage très simple, par exemple, dans le monde de l'immobilier, où en tant que bailleur social ou privé, vous devez à un moment donné vérifier que votre locataire dispose d'une attestation d'assurance, par exemple. Et ben, on pourrait très bien imaginer s'appuyer sur ce wallet pour que tous les ans, le locataire prouve simplement qu'il est assuré sans avoir à fournir cette attestation ou sans avoir à donner le détail de cette attestation. Donc, ça peut être des cas d'usage tout de suite vont se multiplier, et pour nous, en tant que prestataire, c'est évidemment génial. Alors, comment Certinia se positionne dans tout ça? Certinia, on est d'abord un tiers de confiance. Jérôme nous connaît très bien au club PSCO. On fait partie de ses membres historiques pour lesquels on s'interroge et on s'intéresse, et on est très attentif à tous ces services de confiance que citait Jérôme: la signature, la vérification d'identité, la lettre recommandée électronique, l'eurodatage qualifié, les certificats d'authentification ou de signature électronique. Tout ça, c'est des choses dont on dispose chez Certinia, et on est véritablement le tiers de confiance du groupe Tessie. Depuis maintenant une vingtaine d'années. Certinia est un des tout premiers prestataires de services de confiance à avoir été qualifié par l'ANSSI. Ça prouve qu'on est un acteur historique et reconnu sur ce marché. Mais au-delà de ces notions de tiers de confiance, on est d'abord un acteur français, franco-français. Vous le rappeliez, Juliette, nos data centers sont situés en France, à Lille et à Bordeaux, mais nos équipes sont également situées en France, en région parisienne et en région lilloise. Je pense qu'il faut le rappeler aussi. Je pense que c'est important, surtout dans ces temps un petit peu d'instabilité géopolitique, de bien rappeler que nous sommes un acteur franco-français. Ça nous tient à cœur d'accompagner nos clients dans cette confiance, pas seulement par des outils, par des certifications, mais aussi par notre organisation. Et d'ailleurs, Gaëtan est à Lille et moi, je suis à Paris, pour justifier un petit peu ça. Et puis, notre leitmotiv, c'est vraiment de s'inscrire dans la durée avec nos clients. Ça, c'est un point extrêmement important. On aime bien dire prestataire fidèle de confiance, dépasser un peu cette notion de tiers de confiance, pour dire qu'au-delà de ces services de confiance dont nous disposons, nous avons cette boîte à outils de confiance, c'est-à-dire tous ces outils, tous ces
produits, ces services, ces dispositifs qui vont permettre d'apporter la confiance là où notre client en a besoin. Et quand tout à l'heure je parlais de bien qualifier le risque, eh ben, on va être capable de mettre le bon outil en fonction du niveau de risque de notre client. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est ce qui nous distingue aussi de nos confrères, mais néanmoins concurrents sur certaines activités, où on n'est pas un pure player de la signature ou de la vérification d'identité ou du certificat électronique. On est un véritable prestataire de services de confiance fidèle et reconnu sur le marché, et on est capable de venir apporter l'outil de confiance qui va bien en fonction du niveau de risque que le client est prêt à prendre ou pas en fonction de la conformité, en tout cas des exigences réglementaires qui s'imposent, ou en fonction de ce qu'il souhaite faire aussi d'un point de vue expérience client. D'accord. J'aime beaucoup l'expression un prestataire fidèle, même si ce n'est pas une certification officielle, mais elle est bien trouvée. Oui, le terme exact, pour éviter d'être repris par Jérôme, c'est bien prestataire de services de confiance qualifiés. Ça, c'est le terme exact sur un certain nombre de services de confiance. Mais comme on dispose de produits et de services qui par définition, ne sont pas soumis à des exigences par des textes français ou européens, on aime bien dépasser ce terme de prestataire de services de confiance pour parler de prestataire fidèle de confiance. Voilà. Juste un mot sur Certinia Sign que j'évoquais tout à l'heure, là, qui vient de sortir par pure curiosité. Alors, que fait cet outil? Peut-être Gaëtan ou Romain encore, je ne sais pas. Outil de signature électronique qui permet en fait de gérer tout un ensemble de contextes de signature, que ce soit des contextes externes, donc une relation entre une entreprise, une organisation et ses clients, ses utilisateurs, mais aussi des processus internes, c'est-à-dire la signature et l'approbation de divers documents en interne entre des collaborateurs. L'intérêt de la solution, c'est elle a été pensée pour la rendre la plus ergonomique et la plus simple à utiliser dans tous les contextes. Donc, on souhaite mettre en place et mettre à disposition de nos clients un socle qui peut être utilisé dans plein de contextes différents sur des situations d'approbation et des scénarios d'approbation simples, mais complexes en fonction des besoins des entités. Donc, l'intérêt de notre service, disponible soit sous format portail ou d'API, c'est de proposer une expérience la plus rapide possible, la plus simple à mettre en œuvre d'un côté administration, d'un côté configuration, mais aussi dans l'utilisation quotidienne de l'outil. Donc, on a repensé l'outil permettant de simplifier les choses, de retirer les irritants et de proposer une expérience des plus intuitives et des plus simples possibles. D'accord, très bien. Merci Gaëtan. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. Il nous reste un petit quart d'heure. Donc, je vais poser la première question. Donc, l'archivage électronique va-t-il devenir un service de confiance qualifié? Donc, IDAS, peut-être dans sa version 2, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jérôme. Donc, la question est plutôt pour vous. Oui, effectivement, je l'ai cité, mais parmi tellement de choses que c'est à titre de rappel, l'archivage électronique, à ce jour, au titre du règlement IDAS V1, en Europe et en France, et pas plus en France, n'est pas encadré en fait juridiquement. C'est assez bizarre, tout le monde pratique de l'archivage électronique depuis 20 ans, on a des solutions même certifiées en France d'archivage électronique d'excessivement bon niveau sur le plan sécuritaire, donc on a un état de l'art en pratique qui est très bon, mais on n'a pas de texte. Et donc la Commission européenne s'est emparée de ce sujet pour que le droit rejoigne finalement la pratique et que on ait la possibilité de voir qualifier des services d'archivage électronique qui donc seront qualifiés pour la conservation de tout document électronique, qu'il s'agisse de documents électroniques signés ou pas. Le règlement IDAS V1 encadrait la préservation qualifiée de documents signés couverts par une signature elle-même qualifiée, ce qui est très complexe et ce qui représente encore une fois des cas d'usage extrêmement minoritaires. Et donc le règlement IDAS V2 va élargir le périmètre de ce qu'on peut voir qualifié en matière de service d'archivage, puisque tout service d'archivage électronique, moyennant le respect d'un cahier des charges, d'une série d'exigences, de normes techniques, qui seront donc cités dans un futur décret d'application, on appelle ça acte d'exécution sur le plan du droit européen, et bien tous les documents électroniques pourront être conservés dans des conditions de nature à garantir l'effet juridique du document dans sa durée.
Mhm. D'accord, très bien. Merci Jérôme. J'ai une question du même interlocuteur d'ailleurs. À vouloir tout sécuriser, le risque n'est-il pas de multiplier les outils? Alors, je me Qui permets peut de répondre? Je rebondis sur le sujet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, à force de multiplier les outils, on va augmenter les coûts. Ce qu'il faut, c'est avoir une logique globale et une logique rationnelle. L'intérêt, en tout cas, de s'appuyer sur un prestataire de confiance de services numériques tel que Certinia permet d'avoir une vision simplifiée et entière d'une situation et d'avoir des modules qui vont pouvoir se plugger et communiquer les uns aux autres de la manière la plus facile et la plus réactif possible, sans que ce soit une contrainte à mettre en place par une entreprise. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont mis en place des outils de manière très stand-alone, et aujourd'hui qui ont besoin de les lier pour pouvoir assurer une confiance de bout en bout. Et aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui sont en train de se poser la question de revenir en arrière, de repenser en fait l'ensemble du processus et de travailler avec un prestataire maîtrisant l'ensemble du processus pour limiter la multiplication des outils qui auraient des difficultés à communiquer ensemble, parce tout le monde a besoin de plus en plus de sécuriser l'ensemble de la chaîne, comme on a pu le préciser auparavant. Merci Gaëtan. Autre question, donc posée de façon simple, signature qualifiée et contrat d'assurance. Donc peut-être la question c'est, est-ce que j'ai besoin d'une signature qualifiée pour mes contrats d'assurance? Qui répond? Tout dépend du contrat, j'allais dire. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Gaëtan. Tout dépend du contrat posé comme ça. C'est un petit peu difficile de répondre. Tout dépend si on parle voilà, d'assurance vie, d'assurance auto, etc. Donc, c'est un peu difficile. Et puis, je le disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à venir dire pour tel document, alors il vous faut tel niveau de signature. C'est pas comme ça qu'on aborde les choses, en tout cas chez Certinia. Nous, on vous fournit les champs des possibles. Après, c'est vous, en tant qu'organisme d'assurance, je suppose, qui êtes le mieux placé pour savoir où se situe le niveau de risque de votre contrat. Et j'ai envie de dire le parcours digital que vous mettez en place. Et en fonction de cette analyse qu'on peut faire tout à fait ensemble, hein, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et ben on va pouvoir vous plugger la solution correspondant le mieux à ce besoin-là. Donc, dit comme ça, c'est un peu compliqué de répondre. Ce qu'on peut voir sur le marché quand même, c'est que globalement, pour tout ce qui est contrat d'assurance, il n'y a pas forcément besoin d'un niveau juridique très important de signature, surtout pour des contrats d'assurance type crédit immobilier, par exemple, pour l'avoir fait en signature simple. Donc, la pratique, c'est plutôt d'aller vers de la signature, je dirais, simple, mais voilà, je ne veux pas m'avancer plus que ça, et je serais ravi d'échanger avec cette personne plus en détail pour savoir où se situe le besoin et le risque. Peut-être Jérôme Ouais, a quelque chose à ajouter oui, sur ce point? j'allais simplement abonder, simple ou avancé, le niveau de signature le plus souvent pour les contrats d'assurance est finalement pas qualifié, parce qu'on n'en a pas le besoin. Les juristes des compagnies diraient: ah oui, mais dans ces cas-là, on n'a pas d'équivalent avec un écrit papier, donc une signature papier tel qu'on l'avait dans les processus formels. En pratique, on l'a déjà plus pour bien des cas de contrats d'assurance. On peut souscrire des assurances auto au téléphone depuis fort longtemps. Et ça, ça ne nécessite même pas de signature du tout. Donc, comparativement, la signature électronique se satisfait de signature électronique simple pour bon nombre de contrats d'assurance, avancée pour les contrats d'assurance requérant une identification un peu formalisée du signataire, ou pour lesquels signataires on ne les connaîtrait pas déjà. C'est-à-dire qu'en fait, si je reboucle, si je connais déjà le signataire et que ce signataire a typiquement déjà accès à une plateforme web de gestion de ses contrats, la souscription d'un contrat supplémentaire d'assurance ne nécessite pas qu'on le réidentifie puisqu'on l'a déjà identifié. Si par contre je ne connais pas du tout le signataire des contrats d'assurance parce que je suis sur un pur prospect et que je n'ai pas envie de faire souscrire Michael Jackson à un contrat d'assurance, alors évidemment je vais avoir moi le besoin au titre de mon risque, c'est ce que disait Romain, au titre de mon risque, je vais avoir besoin de vérifier l'identité du signataire. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question sur le wallet, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, donc ce fameux portefeuille, on verra comment il s'appelle, européen. Le concept du wallet est intéressant, mais comment sécuriser
son accès? Alors, c'est en cours de définition. Les spécifications du wallet, il y a une première version qui est sortie il y a quelques mois, il y a une seconde version qui est sortie il y a quelques jours. Bon, le principe, c'est qu'évidemment, le wallet sera dans les mains de l'usager exclusivement. Donc, toutes les données seront localement disponibles pour l'usager, et c'est l'usager qui débloquera l'accès à son wallet, information par information, sur la base de son volontariat et en tapant évidemment un code de déverrouillage de son wallet. Ce code de déverrouillage pourra probablement être à l'image des codes de déverrouillage qu'on connaît sur les smartphones, un schéma, un code ou une empreinte biométrique. Toujours est-il que ce wallet sera sécurisé par en fait l'usage dans tous les États membres du même framework logiciel certifié que la Commission européenne est en train de développer. Et donc le framework logiciel, l'application sur le smartphone, pour être clair, sera certifiée par les États avec un niveau de certification qui est en cours de débat, mais assez probablement qui en France sera le plus haut niveau de certification de ce qu'on connaît, parce qu'on y stockera les informations évidemment les plus sensibles pour nous usagers. Et donc, l'ANSSI, la CNIL seront sans doute très vigilantes à l'idée de voir ce wallet certifié avec le plus haut degré, le plus haut niveau de sécurité. Alors, une question plus prosaïque, mais qui va intéresser nos internautes aussi. J'utilise déjà une application de signature électronique. Alors là, c'est pour Romain et Gaëtan. Le déploiement de votre plateforme plus complète est-il simple, facile? Je ne peux pas répondre non à cette question, évidemment. Non, mais alors, pour être plus concret, oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a 3 modes de déploiement aujourd'hui de cette signature. Un mode API pour les plus gros volumes, un mode en SFTP qui peut permettre un déploiement aussi plus rapide, et puis un mode portail où finalement, de manière très plug and play, vous créez un compte sur cette plateforme, on vous met à disposition au travers d'un navigateur cette plateforme, et j'ai envie de dire en une demi-journée de formation, vous êtes prêt à démarrer. Donc oui, en termes de déploiement. Après, évidemment, en fonction du niveau d'intégration que vous souhaitez avoir avec cette signature, j'entends par là, je voudrais que ça soit automatisé avec mon système d'information, avec mon ERP métier, etc., etc. Évidemment, on peut venir un petit peu complexifier cette phase de projet, mais dans l'idée, on a vraiment conçu cet outil pour que ça soit facile dans l'intégration de cette solution et dans son usage. Pourquoi dans son usage? Parce que on s'est rendu compte aussi que ce qui pouvait freiner un petit peu le déploiement de la signature électronique de manière plus large, c'était simplement que des populations, et je pense dans le monde de la santé ou dans le monde social, par exemple, les gens qui ne sont pas forcément aguerris au digital ou qui sont en situation de handicap peuvent se retrouver handicapés à utiliser cette application parce que simplement, ils ne sont pas habitués. Donc, on a essayé de changer le paradigme aussi en disant, mais finalement, c'est quoi signer facilement? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut juste appuyer sur un bouton, saisir un code, et voilà, il faut que ça soit très simple en fait, faut que ça paraisse très simple. Donc on s'est appuyé sur des experts UX, UI pardon, chez nous, des experts qui permettent en fait de prendre du recul sur la fonctionnalité pour essayer de dire mais comment est-ce que je la traduis dans un IHM, dans un écran, de manière à ce que le parcours de signature, notamment de signature simple, soit le plus simple possible. Voilà, donc c'est vraiment ça la philosophie qu'on a essayé d'avoir, de se dire on va se détacher un peu du fonctionnel pour arriver vraiment sur l'usage, et j'en veux pour preuve par exemple la capacité dans notre outil Certina Sign de pouvoir créer des modèles de workflow de signature. Alors, c'est quoi un modèle de workflow de signature? C'est qu'en fait, l'administrateur de la solution en interne du client va dire, en fait, pour un contrat RH, okay, j'ai forcément l'approbateur qui va valider le contrat, par exemple le directeur du service métier, et j'ai le signataire, le candidat, et j'ai un signataire interne qui est l'ARH. Et en fait, la personne qui va mobiliser ce workflow de signature ne va pas se poser la question de qui je dois faire signer, en tout cas, quel est le processus que je dois faire signer,
je sais que j'ai un approbateur, 2 signataires, dont le candidat et l'ARH. Et donc, c'est très facile, on se pose moins de questions en tant qu'utilisateur de la solution. Je prends un modèle, je mets le document, je mets juste les noms des personnes qui doivent signer et c'est parti. Donc, on simplifie l'usage de la signature, on simplifie le workflow de signature. C'est en ça que c'est un outil qui est beaucoup plus facile à utiliser et dans son déploiement à mettre en place chez nos clients. Bon, ben, écoutez, je crois que là, pour le moment… alors, si on a quand même une question, est-ce que vous pouvez la tester, votre solution, gratuitement? J'aimerais bien y aller, moi. Non, il n'y a pas des 7-30 jours gratuits? On travaille sur le sujet. On va bientôt mettre en place la possibilité à nos clients, nos prospects, de pouvoir le tester via une solution de try and buy. Vous pourrez effectivement avoir accès à cette plateforme avec un quota de signature et permettant de l'utiliser et de se rendre compte en tout cas de la simplicité de l'outil, tant dans la configuration, comme l'expliquait Romain, mais dans l'utilisation derrière. C'est vraiment ces deux aspects-là qu'on souhaite mettre en exergue. D'accord. Entre-temps, j'ai une autre question là qui vient de tomber. Alors, je vous l'affiche. Encore sur le wallet, hein, donc c'est le même interlocuteur que tout à l'heure. Donc, une application avec des données sur un smartphone protégé seulement par un code ou un schéma de déverrouillage, n'est-ce pas la porte ouverte à des vols d'identité numérique? C'est sûr qu'on peut tout craindre, mais vous avez quand même expliqué tout à l'heure qu'on allait avoir un niveau élevé de sécurisation, en tout cas en France. Hein, on a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, etc., et même la CNIL, hein, qui sont là pour veiller. Bon. Exactement. Et donc, le risque est bien connu, évidemment. Par contre, je vous rassure, le schéma, par exemple, pour accéder à son wallet ne sera pas le schéma du smartphone, ce sera un schéma spécifique au wallet. Les codes donc d'accès au wallet seront spécifiques. Voilà, les smartphones, assez bizarrement, sont presque plus protégés que nos portefeuilles. Donc, si on prend le parallèle avec le papier, on a plus souvent son smartphone dans la poche que son portefeuille, et donc on aura sans doute encore plus de vigilance à l'attaque, même si elle peut évidemment être distante en numérique. On aura en tout cas une grande vigilance sur ce plan et en fait confiance au service de l'agence, l'ANSSI j'entends, pour vous garantir que ce niveau de sécurité sera de nature à vous protéger et pas à vous stresser. Et on peut penser aussi que la CNIL, effectivement, via le RGPD, prendra évidemment, aura un regard critique et scrutateur sur l'ensemble de ces pratiques. Tout à fait. Et pour répondre à la question qui avait été posée en amont du webinaire, le RGPD est vu du règlement IDAS comme étant une obligation. Dès l'article 5 du règlement IDAS V1, hein, je pense à celui qui a été voté il y a près de 10 ans, le RGPD est cité comme étant l'alpha et l'oméga de la protection des données. Et donc, il y a une cohérence entre les textes européens de ce point de vue. Évidemment, les fournisseurs de services de confiance, les services d'identité et de confiance numérique ne font pas exception à la règle. Eh bien, je pense que nous avons appris beaucoup de choses grâce à vos expertises respectives. C'est pas facile à dire. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette table ronde de la rédaction de solutions numériques. J'ai vu que certains prospects vous posaient déjà des questions via le chat de la web conférence. Et puis, j'invite nos internautes à vous recontacter si besoin. Jérôme Bordier, donc le secrétaire général du club PSCO, le club des prestataires de services de confiance, et puis Certinia, évidemment, et sa Digital Factory Innovation and Trust, voilà, de Tessie. Merci infiniment. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne dans les prochains jours sur notre site. N'hésitez pas donc à le revoir et à le partager. Je vous remercie tous infiniment. Merci Jérôme, merci Gaëtan, merci Romain. Et à bientôt. Merci beaucoup. Très bonne journée.